Alors, on va parler donc des startups industrielles. Comment faire pour réindustrialiser la France avec Frédéric Grard, président du bureau ingénierie et conseil en technologie de la Fédération professionnelle Syntec Ingénierie, qui est un observatoire finalement de l'industrie française et internationale. Absolument. Bonjour. Vous êtes par ailleurs le directeur général de Vulcain Engineering. Absolument. Bonjour à vous. De m'inviter. Je vous en prie, avec plaisir. À vos côtés, Jérôme Faul, qui est président du directoire d'Innovacom, acteur du capital innovation en France. Depuis 1988, j'ai noté, donc Innovacom a investi près d'1 milliard d'euros et accompagné plus de 300 startups du numérique et des hautes technologies. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Jérôme Faul, on va peut-être commencer ensemble. Réindustrialiser la France, d'accord, mais en faisant appel aux startups, est-ce que c'est la bonne voie à emprunter ? Absolument. Donc nous, on en est convaincus depuis plus de 30 ans, comme vous l'avez souligné. On en est convaincus parce qu'effectivement, ça fonctionne. Je pense qu'on a un très bon modèle en France parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup d'innovations qui viennent de nos laboratoires, qu'ils soient publics ou privés. On a beaucoup de grands industriels qui sont capables d'aller déployer des produits partout dans le monde. Et la vraie question, c'est comment on passe en fait des innovations à des déploiements massifs. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les innovations arrivent à un rythme vraiment accéléré, la start-up, pour nous, c'est le véhicule, c'est le moyen idéal en fait de passer très rapidement d'une innovation qui est dans un laboratoire à un produit que les gens utilisent, que les gens maintiennent, enfin, dont on a besoin tous les jours, quoi. Il y a une agilité, enfin, il y a tout un tas d'avantages à être dans une start-up, et donc c'est pour ça que... Et donc pour des industriels de taille importante, des industriels mondiaux avec qui vous travaillez d'ailleurs, c'est une façon d'aller vite que de s'acoquiner, de travailler avec des start-up ? Je pense que c'est essentiel. Alors peut-être faire une page de pub, si vous me permettez, pour vous expliquer ce qu'est l'ingénierie. Je ne sais pas, non. C'est pas dans le allez-y, programme. expliquez-moi ce que vous voulez dire. Pour que les gens comprennent de quoi on parle, c'est à peu près 300-320 000 salariés en France, qui sont essentiellement des ingénieurs et des techniciens, qui travaillent effectivement au cœur de l'industrie, que ce soit l'industrie de produits, l'industrie d'infrastructures. Donc au quotidien, nos salariés aident à la conception de voitures, de trains, de bateaux, de centrales nucléaires. On en parlait tout à l'heure sur votre chaîne. Voilà, c'est ça notre rapport sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'une infrastructure, dans ces phases de conception jusqu'à ces phases de mise à l'arrêt. C'était juste pour que chacun puisse resituer de quoi on parle. Très bien. Et effectivement, les grands industriels sont en recherche d'innovation. Innovation apportée aussi par nos entreprises d'ingénierie. Et je pense qu'on a un lien à créer encore plus fort. On sent qu'il y a des passerelles qui se font, mais peut-être qu'on pourrait les activer plus profondément. Et il y a une richesse à aller chercher chez les plus petits acteurs. L'industrie pharmaceutique l'a fait depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qu'elles ont comme spécificité, les startups industrielles ? Alors déjà, elles sont sur des produits, elles développent des produits qu'il faut fabriquer. Et donc ça prend du temps. Il faut construire des usines, il faut mettre en place des processus. Est-ce que ça sonne presque comme deux termes antinomiques, un start-up industriel ? Non, je pense pas. Enfin, pour moi, la start-up... Aller vite, une croissance ultra rapide, c'est pas forcément le cas dans le domaine de l'industrie. Si. Enfin, tout est. Vous venez de le dire d'ailleurs. Vous venez de dire. Oui, il faut fabriquer des produits, ça prend du temps. Voilà, tout est relatif. Donc, on peut aller plus vite, en fait. C'est ce que je voulais dire, Oui. dans une start-up que ce qu'on peut faire dans un grand groupe. On va être un peu emprisonné par des processus d'achat qui sont mis en place, par des produits qui sont déjà existants, qu'on va avoir du mal à les cannibaliser. Mais la start-up par rapport à la start-up industrielle, c'est ça, hein, c'est vraiment la particularité de la start-up industrielle. Elle va être sur un temps plus long. Donc, elle va être sur un temps plus long, elle va demander plus de capitaux, elle va demander sans doute plus d'accompagnement. Mais au final, elle va aboutir en fait à la même création de valeur, à la même, au même rendement financier finalement pour des investisseurs. Et donc toute la clé que l'on a aujourd'hui, enfin c'est un peu tout le débat, je pense qu'on a en ce moment, c'est de savoir comment on peut attirer plus de capitaux privés en fait vers ces startups industrielles qui apportent des solutions qui sont vraiment importantes par rapport aux enjeux qu'on a dans le monde aujourd'hui. Les produits voilà, un peu plus virtuels, les plateformes Internet, la FinTech, enfin, j'ai rien contre ces sujets-là. Mais par rapport aux enjeux que l'on a en termes, par exemple, de sécurité, en termes de santé, environnementaux, évidemment, sur la planète, on a besoin vraiment d'avoir des produits en fait qui apportent des révolutions dans nos usages. Et cette nécessité de relocaliser, aujourd'hui, on a des atouts en France pour y arriver ? Je pense que clairement, on a des industries de référence. On en a cité quelques-unes, l'énergie, les transports, l'aéronautique, l'agroalimentaire, la pharmacie. Donc je pense qu'on a tout le terreau. On a
encore, et ça sera peut-être un point de discussion tout à l'heure, la base de compétences, mais attention. Attention, je pense que ce pays a de moins en moins de vocation scientifique et technique, peut-être pas suffisamment d'ingénieurs. On a quantifié au Syntec Ingénierie à peu près 10 000 jobs d'ingénieurs qui font défaut. Donc on pourrait recruter 10 000 ingénieurs en plus en France. Et ça, c'est peut-être un travail qu'il faut regarder par an. Ouais, absolument. Oui, donc ça fait quand même un gros déficit. Oui, parce qu'on en diplôme, je crois, 40 et quelques mille. Donc oui, 10 000 sur 40 000, c'est significatif. Donc au niveau des compétences, on n'est pas mauvais, mais on n'en a pas suffisamment. Au niveau des investissements, j'allais dire, c'est un peu la même chose. Ce qui a donné naissance à des propositions faites par le Syntec Ingénierie pour les candidats à la présidentielle sur l'industrie précisément. On va parler de ces propositions-là. Comment faire pour relocaliser et innover dans l'industrie ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces propositions ? Alors, je pense d'abord qu'il faut quand même un petit peu relativiser, tu le disais. Il y a une impulsion dans ce pays, et je ne crois pas que ce soit le fait d'un gouvernement. Je pense que c'est le fait d'une tendance de fond, d'une prise de conscience des 2-3 dernières années. Et France 2030, alors c'est le véhicule du gouvernement actuel, il y en aura peut-être d'autres après, j'en sais rien. Mais c'est quand même une belle projection. C'est des belles initiatives. On draine des fonds de manière très significative sur, je crois qu'il y a 10 objectifs, donc ce n'est pas non plus pléthorique. Et je pense que ça est un bon terreau pour les startups, pour les entreprises de taille intermédiaire, de manière à créer cette dynamique. Donc, mais alors ça veut dire que ce n'est pas suffisant si vous faites des propositions au-delà du plan France 2030 ? Vous savez, c'est peut-être pas une question de volume, c'est une question de rapidité. Tu le disais, il y a des masses d'investissements qui sont là, qui ont été annoncées. Je pense qu'il faut qu'elles se matérialisent. Et là, pour le coup, il faut peut-être qu'on aille un peu plus vite. D'accord. Votre avis là-dessus ? Oui, et encore une fois, je pense que les startups, c'est vraiment le bon véhicule. Parce qu'on n'a pas de... On s'appuie sur... On part d'une page blanche, en fait. Donc, partant d'une page blanche, on a toute la liberté pour aller développer le produit que l'on veut, de la façon dont on veut, en s'inspirant voilà, de ce qui est fait de mieux ailleurs. On n'a pas de barrière, en fait, pour développer des nouveaux produits. Et les startups sur lesquelles vous investissez, finalement, sur lesquelles vous mettez la lumière aussi, elles sont positionnées dans un type de secteur, d'enjeux particuliers au niveau industriel en France ? Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être sur les secteurs où on est déjà très fort en France, parce qu'on pense que le relais par des industriels établis est quelque chose d'important, et en aval et en amont, par rapport aux compétences que l'on a déjà en France. Par exemple, nous, on a investi dans l'aéronautique pour fabriquer des avions de transport régionaux entièrement électriques. On s'appuie sur la qualité de nos écoles d'ingénieurs, on s'appuie sur la force de l'industrie aérospatiale française. Et tout ça nous permet d'avoir effectivement des compétences qui vont arriver, qui vont avoir des idées de créer des nouveaux produits, donc un avion électrique en l'occurrence, d'avoir toutes les compétences pour le faire. Et en fait, c'est s'assurer déjà qu'il y a un marché derrière, il y a des acheteurs. Voilà, et quand un entrepreneur se lance, c'est qu'il a eu cette réflexion de se dire il y a un besoin de marché qui n'est pas bien couvert, moi je sais comment faire, je vais le couvrir. Et donc nous, après, investisseurs, on est là pour essayer d'apporter de l'argent et de l'accompagnement pour qu'ils aient les moyens effectivement financiers d'aller développer leur projet. Et nous, sociétés d'ingénierie, on est à leur soutien aussi pour les aider dans ce cycle de développement de leurs produits et de leur fabrication, de manière à ce qu'ils puissent arriver le plus vite possible sur le marché. C'est notre mission en tant que société d'ingénierie. Alors, dans les propositions, parce que vous n'êtes pas rentré dans le détail, mais dans les propositions qui ont été faites par le Syntec Ingénierie sur la relocalisation et l'innovation dans le domaine industriel, il y a d'abord créé un pacte de confiance entre donneurs d'ordre et fournisseurs, donc toutes ces PME qui apportent la technologie aujourd'hui, parce que vous constatez que les relations ne sont pas bonnes ? Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a différentes classes d'industriels en France. Il y a les entreprises mondiales qui sont dans l'hypercompétitivité et le territoire, finalement, représente peu pour eux. Produire en France, développer en France, c'est plus dans leur équation. Et donc, effectivement, je pense que dans les investissements d'avenir, soutenir ces gens-là durablement n'a pas beaucoup de sens. Et sur le reste des industriels qui sont intéressés de récupérer les compétences qui sont dans notre pays et de les valoriser, effectivement, il faut qu'on arrive à trouver des terrains. On disait il y a une vingtaine d'années qu'il faut chasser en meute comme les Allemands. Je crois que c'était M. Lachmann qui disait ça. On n'a pas vraiment réussi, nous, sur notre territoire et à l'étranger, à avoir une solidarité qui fait que il n'est pas question de préférence, mais en tout cas de soutien particulier d'une entreprise française à une entreprise française. Et je pense que les startups
ont cruellement besoin de ça, de se sentir soutenus, aidés par des plus grands qui, le moment venu, leur donneront une semi-préférence, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est essentiel. Mais ça veut dire que pour les donneurs d'ordre, ils prennent un risque aussi supplémentaire en investissant sur des startups innovantes qui démarrent finalement leur activité, qui font le pari de l'innovation. C'est plus compliqué de faire un pari de l'innovation. Pas forcément, hein. C'est-à-dire que quand les sociétés sont bien accompagnées, c'est suffisamment difficile aujourd'hui effectivement de se lancer dans un projet entrepreneurial pour qu'on soit sûr qu'en fait quand quelqu'un se lance, hein, et nous c'est notre métier, on sait qu'il va y arriver. On sait qu'il va y arriver. Alors il y a certaines conditions à respecter. Le fait effectivement de travailler au sein d'une filière avec des grands donneurs d'ordre, c'est quelque chose qui pour nous est également absolument essentiel. On a des sociétés qui ont tendance à aller courir après des subventions, à aller essayer d'avoir des prix. Oui. Tout ça, c'est pas des bonnes choses, c'est pas très très vertueux en fait. Hein. La chose vraiment vertueuse, au final, c'est quand même le business que l'on arrive à créer, les produits que l'on arrive à mettre sur le marché. Et donc du coup, pour faire ça, on est obligé de travailler ensemble. Et c'est là que finalement, on peut avoir un écosystème vertueux globalement, et puis filière par filière. Pour créer ces champions, ces nouveaux, ces futurs champions industriels, quelles sont les conditions qui nous manquent? On a évoqué l'investissement, les compétences. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs aujourd'hui nécessaires? Pour moi, la question du financement, elle est absolument essentielle. Donc, encore une fois, on a des bonnes idées. Le financement, ce n'est pas que l'État et les subventions, si je vous ai bien entendu. Oui, il y a quand même beaucoup d'argent privé. Enfin, je pense que beaucoup de gens ont de l'épargne aujourd'hui. Et donc, cette épargne, elle peut être, on peut la faire fructifier dans des projets qui sont intéressants pour notre avenir à tous. Ça veut dire qu'il faut que ce soit poussé par les banques, poussé par les gestionnaires de patrimoine. Voilà, les assureurs, les gens qui ont de l'assurance vie, les plans épargne retraite. Nous, on a un fonds commun de placement dans l'innovation qui est souscrit par des particuliers, qui a beaucoup de succès. On est sur cette thématique industrielle. Et donc, on voit qu'il y a une vraie demande derrière. Donc, moi, mon appel, c'est d'essayer de multiplier ce genre de produits et d'inciter de plus en plus de particuliers à aller investir dans des sujets qui sont à la fois intéressants d'un point de vue financier par le rendement qu'ils apportent et intéressants d'un point de vue sociétal par les innovations qu'elles apportent sur le marché et l'avenir qu'elles nous préparent. On en est où de l'industrie 4.0 aujourd'hui en France ? Je pense qu'il y a, on en est déjà à 5.0. Ah, vous êtes déjà à 5 parce que la 4.0, c'est quand même l'industrie qui se connecte en 5G, avec l'edge computing, enfin des objets connectés intelligents. C'est pas dans toutes les usines pour l'instant. Non, c'est pas dans toutes les usines, mais on sent, alors on est au cœur de ça avec nos sociétés d'ingénierie qui accompagnent les grands donneurs d'ordre. On sent qu'il y a une vraie volonté de créer de l'efficience, de la productivité, de pouvoir aussi gérer leurs actifs différemment. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de capitaliser sur les données de conception, que vous savez utiliser ces données de conception dans l'exploitation de vos usines, vous avez, en termes d'efficacité, en termes de rendement, en termes de productivité, un vrai gain. Et il y a une volonté réelle de tous les industriels de pouvoir mieux comprendre les données qui sont accessibles et les utiliser pour avoir une utilité. Volonté, ça ne me donne pas un état des lieux. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans les clous? Est-ce qu'on est en retard par rapport aux voisins européens, par exemple? Vous avez un indicateur? En tout cas, sur les startups industrielles, encore une fois, quand elles partent de zéro, c'est plus facile, évidemment, pour elles d'être directement dans des industries entièrement numériques. Je vais reprendre l'exemple de notre société qui fabrique des avions électriques. Tous leurs process sont entièrement numériques, hein, depuis la conception jusqu'à la fabrication des pièces, en passant par les relations qu'ils ont avec leurs fournisseurs. Donc alors c'est un peu plus facile évidemment quand on part de zéro, mais c'est une vraie réalité et ça fait partie justement des facteurs qui permettent d'accélérer la mise sur le marché des produits innovants. Et au Syntec Ingénierie, vous avez bien des indicateurs là-dessus? Je n'ai pas de benchmark, pour être très franc. J'ai une question et ça fait écho dans ma tête. Je n'ai pas de benchmark. Par contre, on voit au quotidien un nombre assez conséquent d'initiatives. Donc moi, je pense que le pays est en marche, que nos industriels sont en marche. Comment on peut les comparer point à point avec nos voisins européens ou les leaders mondiaux? Je n'ai pas l'info, mais je pense que s'il y a un retard, parce qu'on en parle depuis un certain nombre d'années, il est probablement en train d'être compensé. En tout cas, le pays est en action. Parce que moi, en tout cas, ce que je vois, ce que j'entends, c'est qu'il faut mobiliser les industriels autour justement des nouveaux usages avec la 5G. Il y a des initiatives même ministérielles pour cela. Donc, on sent qu'il y a encore un besoin de sensibiliser quand même ces industriels. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans une nouvelle culture, d'ailleurs industrielle, à l'ère des startups ?
Qu'est-ce que ça engage comme changement culturel ? Je pense que quand on regarde un peu filière par filière, on avait un peu une tendance aujourd'hui chez des grands donneurs d'ordre à être un peu, je veux dire, condescendant par rapport aux petites boîtes, à la petite start-up qui est effectivement sympathique et qui peut être un peu le moyen de récupérer soi-même des subventions que l'on va redistribuer. Donc je pense que l'état d'esprit est quand même en train de s'inverser. Et il me semble que c'est aussi la tendance que donne le gouvernement en ce moment, c'est de dire les startups ont quand même des choses à dire, elles peuvent tirer vraiment l'innovation, elles peuvent montrer la voie à des grands industriels et donc aux filières dans lesquelles elles se trouvent. Et donc le fait d'inverser un petit peu le paradigme en disant, notamment avec les plans France 2030 là, qui ont été annoncés, les différents programmes de start-up industrielles justement annoncés par le gouvernement, de dire voilà, l'argent va plutôt d'abord aller vers les start-up et ça va leur permettre de développer leurs produits pour aller travailler dans une relation un peu plus d'égal à égal avec les grands donneurs d'ordre que dans une relation de sous-traitant un peu typique. Ça pour moi c'est très très positif parce que ça va permettre à tout le monde justement d'accélérer dans la... Ça risque d'être un choc culturel finalement assez important. Dans vos propositions aussi, vous faites référence à l'effort de R&D qu'il faut soutenir et à une préférence européenne dans les marchés publics. Alors, effectivement, on se rend compte que sur le territoire et dans les marchés à capter à l'étranger, il y a des pratiques qui sont très différentes. Donc il y a des pays qui considèrent la préférence, alors pour nous elle ne peut pas être nationale, elle se doit d'être européenne, de manière assez différente. Et je pense qu'on gagnerait à être plus solidaires, plus resserrés entre nous. Et effectivement, je le disais tout à l'heure, déjà sur le territoire national, à considérer les options qui se présentent immédiatement à nous. Est-ce qu'elles sont, et je voudrais dire un mot sur ça aussi tout à l'heure, le coût du travail. On a peut-être, les 5-10 dernières années, beaucoup baissé les charges patronales, les charges sociales sur les bas salaires. Là, on parle de l'économie de l'intelligence, de l'innovation. Il faut aussi, à mon sens, qu'on réfléchisse à la compétitivité du travail sur le territoire pour les gens qui ont des niveaux de rémunération supérieurs à 2,5 le SMIC. Je crois que le MEDEF s'en est fait écho. Nous, on porte aussi ce message-là. Nos entreprises ont besoin de retrouver un peu de levier de rentabilité pour pouvoir investir sur les compétences. J'espère qu'on dira un mot. Ou les conserver. Les conserver, vous savez... Oui, parce que les talents tech sont très, très dragués par les industriels de l'autre côté de l'Atlantique. On a eu 2 ans de répit, au moins sur ce registre-là, grâce au Covid, puisque nos jeunes ont été moins tentés, moins sollicités pour aller étudier ou travailler à l'étranger. Je pense que j'étais avec un jeune hier qui vient de finir un master Centrale Supélec Lyon. Il me propose de savoir si il peut travailler pour moi au Canada. Il ne me parle pas de venir travailler en France. Donc je pense qu'il faut qu'on se réarme pour donner envie aux jeunes de faire ce métier d'ingénieur dans des startups, dans des plus grands groupes, dans des ingénieries, sur le territoire national et de s'inscrire assez durablement dans la création de valeur dans le pays. Est-ce que la Fédération a rencontré déjà des équipes de campagne, des candidats à l'élection présidentielle ? Ça commence. Et écoutez, vous pouvez nous dire qui ? Alors non, qu'il en est ressorti ? C'est que tout le début et puis les premiers rendez-vous étaient la semaine dernière. Vous voyez, donc c'est très frais. Je pense qu'il y a de l'écoute. Vous les rencontrez dans quel cadre ? On les rencontre dans un cadre informatif sur un certain nombre d'études. On a fait une étude avec PricewaterhouseCoopers sur justement la compétitivité de nos métiers. Ils sont intéressés de comprendre notre analyse. Vous voyez, je vais vous citer un chiffre. L'évolution du pouvoir d'achat des ménages en France les 7 dernières années, c'est 8,8%. L'évolution du pouvoir d'achat d'un ingénieur retraité de l'inflation en France, c'est moins 3,5%. Donc on a là des sujets... Alors ils vous écoutent, mais est-ce qu'ils commencent à s'engager ? C'est trop... ils le font tous les jours, je crois. Pas de candidats, en tout cas, qui s'engagent pour l'instant sur ces sujets. On entend beaucoup parler de choses qui sont fondamentales, l'école, le lycée, les mathématiques, les classes préparatoires. Tout ça, je pense, sont des vrais sujets pour créer de l'attractivité pour nos entreprises et attirer les jeunes à faire des carrières scientifiques et techniques. Bon, et puis comme on est dans une politique de licorne, on espère qu'on aura davantage aussi de licornes industrielles prochainement. Merci beaucoup à tous les deux, c'est passé très vite. Merci Frédéric Grard, donc président du bureau ingénierie et conseil en technologie de Syntec Ingénierie, et Jérôme Foll, président du directoire d'Innovacom. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste après la pause, on se retrouve dans Smart Tech, on va parler game business.